a big diver, then you could perfectly be a fan of fiction book as well. Well, I think the world generally owes science fiction a lot more than it knows. I mean, science fiction said a long time ago, way back in the 30s, science fiction said, wouldn't it be great if you had this little device that meant you could speak to people? And then industry said, technology said, yeah, now we've all got mobile phones. And now we've all got iPods. And it's getting to be a bit scary. We should be careful what we ask for. You know, the old Chinese curse, be careful what you wish for, because science fiction dreams it up, technology gives it to us. So, to return to my original point, I think it's very interesting that we've got to the point where the literature does seem to be dying, but the ideas, the tropes, seem to be everywhere. And I think that's a very, very peculiar situation for us to find ourselves in. It's quite different, I think, with fantasy. I know we're not talking about fantasy here. I think almost the opposite applies. But isn't it strange that this has happened to science fiction? Actually, maybe not. Serge, tu voulais réagir? Et réagir et compléter aussi, parce qu'il y a un aspect de la question qu'on a fait qu'effleurer et qui mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu, au-delà même de la lecture culturelle ou éditoriale que vous venez de faire. Il y a aussi des questions à se poser sur ce que la science-fiction a représenté culturellement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. Bon, on a dit que la question qu'est-ce que c'est est irrelevante et que la quête d'une définition est impossible. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais j'en parle pas ici. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça représente, c'est-à-dire la science-fiction est apparue en gros comme une forme semi-consciente dans les dernières années du 19e siècle. À partir de 1910-1920, en France, en Angleterre, en Allemagne, il y a un mot, scientific romance, roman scientifique en France, Zukunft roman en Allemagne. À partir des années 30, il y a un mot en Amérique qui finit par s'imposer au monde entier, science fiction. Bon, et il y a une position on le voit très bien, de quelques dizaines de textes produits par décennies à quelques centaines, puis quelques milliers, puis on se retrouve aujourd'hui avec, je ne sais pas si on comptait tous les textes de science-fiction publiés depuis l'origine, depuis Jules Verne et même un peu avant, on trouve peut-être 100 000 textes, ou 150 000 textes, ou 200 000 textes, dans le monde entier, en ne parlant que des textes, sans parler des films, des bandes dessinées, etc. Donc on est face à quelque chose d'absolument colossal et qui a retenti et irrigué dans tout l'imaginaire du XXe siècle, au-delà même de la fiction, dans l'urbanisme, dans le design. Enfin, il suffit de voir un iPod pour se dire c'est des machines de science-fiction simplement par le design. Bon. Donc, il n'y a pas très longtemps, on a présenté à Paris les projets d'urbanisme pour le Grand Paris. Il y a quelques-uns des dessins d'artistes qui représentaient les projets, qui sont des pures couvertures de magazines de science-fiction des années 50-60. Et quand on les voit, on sait exactement de quoi ça parle et quelle émotion on est censé éprouver devant ces images. Donc la dette de la culture contemporaine à l'égard de la science-fiction est très grande, effectivement, et la situation du genre en tant que genre est peut-être paradoxale sous cet angle. Moi, l'aspect que je voulais rajouter, c'était un aspect presque, en essayant de rester quand même sur terre, mais disons, presque anthropologique. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi de souligner, au moment de l'interrogation sur le déclin et la disparition éventuelle, c'est ce que la science-fiction a fait à l'homme. Voilà. Et ce qu'elle a fait à l'homme, c'est au fond assez simple. Elle lui a donné des outils conceptuels et a créé des catégories disponibles qui n'existaient pas avant pour se penser dans la situation de la technoscience omniprésente dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que tout le monde connaît ces tableaux de la Renaissance italienne ou flamande où on représente des scènes de la mythologie grecque, gréco-romaine, mais où les gens sont habillés comme au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très curieux dans ces images. On voit Ulysse et les Platon et les philosophes de la cité grecque, ou César habillés avec des fraises et comme des gens du XVIe siècle. Comme si au fond tout s'était toujours déroulé dans le même univers matériel, dans un temps immobile, et qu'il n'y a pas besoin de chercher à recréer des réalités. À cette époque, l'histoire n'existe pas, d'ailleurs, comme discipline. Et je pense que la science-fiction a appris à l'homme à vivre en étant conscient de son moi futur, c'est-à-dire en étant conscient que le futur est un endroit relevant pour penser la condition humaine, un endroit qui compte.
une dimension qui est totalement absente de la pensée humaine jusqu'au milieu du XIXe siècle, en gros. Alors peut-être parce que l'univers matériel est immobile et que la projection, le fait de se demander dans 1-2 siècles, n'a pas de sens. Peut-être parce que l'emprise de la religion est telle que le thème du futur est entièrement trusté par celui de la résurrection, au fond, c'est très possible aussi. Et que donc il n'y a pas la catégorie mentale pour se penser soi-même comme membre d'une espèce qui évolue et qui va changer et qui créera d'autres conditions de vie. Et je pense que fondamentalement, l'apport de la science-fiction, l'apport anthropologique, ça a été d'offrir à l'homme des catégories pour se penser soi-même comme individu et comme espèce, étalé dans le temps et soumis au changement. Or, il se trouve que cette perspective qui était encore finalement peu partagée jusque récemment, il y avait peu de discours sur la prospective, disons jusque dans les années 50-60, c'était encore assez rare. Il n'y a qu'à se souvenir de l'impact de ces extraordinaires romans de John Brunner, Le Troupeau aveugle, Tous à Zanzibar, Stand on Zanzibar, qui sont des romans de prospective pure sur la pollution, la surpopulation. Je me souviens, il y avait une anecdote d'un membre du Congrès américain qui disait « Ces livres devraient être lus par tous les décideurs politiques dans le monde entier parce que toutes les problématiques du monde futur y sont. » Ce qui prouve qu'ils ne l'étaient pas, ce qui prouve que ces problématiques n'intéressaient absolument personne à l'époque. Les gens, même dans les années 50-60, la réflexion sur le futur était finalement marginale, très marginale dans les milieux politiques. Aujourd'hui, elle est absolument constante, ne serait-ce qu'en termes rhétoriques. Il est impossible d'aujourd'hui d'entendre un discours politique sérieux qui ne dise rien du réchauffement global, de la pollution, de l'avenir du réseau mondial, des nanotech, enfin bon voilà. Donc des sujets, on est passé d'une situation de rareté et comment dire, de sophistication intellectuelle à au fond une situation à la une de tous les journaux papier, à la une en premier titre de la moitié des journaux télévisés. On a des choses qui, il y a 20 ou 30 ans, relevaient de la science-fiction. Alors, est-ce que ça ne voudrait pas dire que finalement la science-fiction a rempli son rôle? Voilà, c'est une interprétation possible, c'est-à-dire que l'engouement ou le désir d'avoir quelque chose à dire que tu exprimais, c'est-à-dire de ne pas se contenter de routine et de répétition fétichiste de schémas d'histoire qui nous ont fait triper, et d'avoir quelque chose à dire sur le futur, peut-être que ce programme-là a été accompli et que d'une certaine manière, le genre lui-même, en tout cas pour l'instant, est condamné à la répétition et à la réexploration de choses déjà faites, parce que le monde entier s'est mis à ressembler, comme tu le disais, à une situation. Il y aura un côté self-fulfilling prophecy alors. Probablement, oui. On peut effectivement, la science-fiction faisant partie de l'univers des gens, comme l'homme a une tendance à façonner son environnement en fonction de ses idées, peut-être que certaines craintes des auteurs de science-fiction, ces auteurs-là, ont contribué à les créer, à donner une réalité au monde il y a quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, la secte Raël a annoncé qu'elle avait réussi à cloner un bébé humain. Oui. Bon, c'était une escroquerie, ils ont joué avec les médias pendant un mois, en disant on va vous donner la preuve, puis on ne vous la donne pas, puis rendez-vous à la prochaine conférence. Bref, ils ont fait parler d'eux pendant un mois, c'était probablement le but de l'opération. Mais il se trouve que pendant un mois, la presse du monde entier a parlé de bébés clonés. Il se trouve que pendant un mois, les mots post-humain et transhumain ont circulé partout sur la planète, à la une des journaux. C'est-à-dire des choses, des entités conceptuelles qui étaient 5 ans avant réservées à la SF la plus pointue, sont devenues des sujets de débat grand public. Ça change quand même quelque chose sur la production, sur l'appétit de science-fiction qu'on peut avoir. Voilà. Je dis même avant la naissance de la science-fiction, les hommes avaient bien compris que si quelque chose était possible, et s'il était possible de réaliser quelque chose, ça se ferait à un moment ou un autre. Et donc il y a un moment, même si ce n'était pas souhaitable. Donc la science-fiction est née de ce genre de réflexion-là aussi.